Donc effectivement, si une ou deux personnes arrivaient à se procurer la majorité des tokens, là, ça pourrait poser un vrai problème. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais effectivement, il faudra mettre Ouais, des mécanismes en place pour se prémunir de ce type de risque. ouais, des cartes parce qu'en fait, limite, tu pourrais hacker, on va dire, la DAO Ouais, d'une personnalité pour lui c'est ça. nuire, entre guillemets, Mm. complètement. Son but, c'était de lancer une crypto-monnaie qui permette à des entrepreneurs et de manière générale, à une population dynamique, une classe de la population dynamique en Afrique, d'avoir un support pour créer une sorte de nouvelle économie qui devait être associée aussi notamment à une ville nouvelle qui s'appelait Akon City, Qui est complètement foireuse, hein. qui est complètement foireuse. J'ai vu un documentaire là-dessus, ils Ah, ont construit un dixième de gymnase, ou j'en sais rien, ah c'était ouais, c'est ça. catastrophique. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler de social token et pour ça, j'accueille Clément Demareuil qui a écrit un livre sur les social tokens. Salut Clément. Salut Gary. Déjà, félicitations pour ton livre. Merci beaucoup. Et l'idée, ouais, c'est de parler un peu des social tokens aujourd'hui. On va parler de social tokens de personnalités connues, Ronaldinho, Trump, le joueur de tennis Medvedev. On va aussi parler de plateformes qui aujourd'hui sont dans ce sujet autour des social tokens, de projets qui gravitent autour de cette thématique. On parlera aussi du projet de Starbucks, Odyssey, qui a été un peu avorté Mm. il y a quelques temps maintenant. On parlera aussi du rappeur Akon, qui a lancé son propre coin. Voilà, pas mal, un beau programme. Déjà, pour commencer, je te propose de réexpliquer ce que c'est un social token. Et... Yes. Merci pour l'introduction. Alors, un social token, c'est un peu compliqué de le définir de manière très succincte. En fait, moi, au début, je voulais monter une boîte dans ce domaine-là, Ok. à la suite de mes études. Et en fait, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons, et notamment pour des raisons que j'évoque dans le livre, éthiques, et parce que je pense que le marché n'était pas assez mature, etc. Et donc, je me suis dit que j'allais faire de la recherche sur ce sujet-là. Et au début, quand j'ai tapé social token, vraiment, les ressources sur Internet étaient très limitées. Il y avait 5 lignes sur Wikipédia, il y a deux autres auteurs qui ont écrit sur le sujet. Et donc, il n'y avait pas une définition très très claire. Et c'était aussi ce qui était intéressant dans le processus d'écriture, de redéfinir un peu ce qu'étaient les social tokens, d'essayer de mettre un cadre. Et donc, la définition que j'ai donnée, c'est que ce sont donc des actifs fongibles, à la différence des NFT, inscrits sur une blockchain et qui sont rattachés et qui représentent une entité bien précise. Donc moi, j'ai distingué trois types principaux: les personal tokens pour les personnalités, les brand tokens pour les marques et les community tokens pour les communautés. Et l'idée, c'est que ces tokens qui représentent des entités bien précises visent, la vraie définition, c'est vraiment leur visée. Ça vise à créer ou à renforcer un engagement communautaire. Et donc là, j'ai dû essayer de comprendre, de définir des critères en fait pour s'assurer que ce soit bien la portée de ces tokens. Et donc le critère que j'ai trouvé, c'est de dire que ça doit conférer aux détenteurs des tokens des privilèges non financiers récurrents, c'est-à-dire qui n'arrivent pas qu'une seule fois au moment du drop, des privilèges non financiers récurrents sur le long terme. Et ils sont en général complémentaires d'incitations aussi financières comme quasiment tous les tokens sur la blockchain. Et donc voilà un peu la définition que j'ai donnée, qui est assez restrictive, mais qui m'a permis du coup de rentrer un peu dans le détail et aussi de trier les tokens qui sont des social tokens et donc qui, pour moi, peuvent avoir un avenir et peuvent créer vraiment de la valeur, parce que je crois vraiment à la démocratisation de ce type de tokens. Des tokens qui sont plus des meme coins ou qui peuvent faire l'objet de bulles spéculatives et que là, à mon avis, il faut éviter. Ok. Bah ouais, prenons des exemples concrets. Donc, par exemple, tu me parlais du joueur de foot Ronaldinho, Mm. qui a créé son propre social token sur la plateforme Pools. Yes. Alors effectivement, donc Ronaldinho, ça a été un des premiers à créer un social token au sens où je l'entends. Il a utilisé la plateforme Pools, donc qui est une startup créée par des Français, mais à New York. Et là, l'idée, c'est vraiment c'est un cas d'usage assez parlant, parce que le but est pas nécessairement financier. Là, l'objectif de Ronaldinho à ce moment-là, et de manière générale de la startup Pools, c'est de créer en fait une communauté autour de ces tokens et de conférer à la personnalité qui crée le token, donc en l'occurrence à Ronaldinho, la possibilité de rentrer en contact avec ses fans. Et les tokens étaient associés donc à des privilèges qui étaient, je ne sais plus exactement les modalités, mais des rencontres régulières, etc. Et donc, bien sûr, les fans ont acheté ce token en se disant qu'ils allaient pouvoir le revendre plus cher.
Mais le but premier, c'est quand même de créer une communauté. Donc il y avait un Discord, il y avait des événements dans le monde réel. Et Pools est vraiment ancré dans cette envie de créer une communauté. C'est une startup qui est très attachée au Web3, qui ne se cache pas du tout le fait que les tokens sont inscrits sur la blockchain, contrairement à d'autres plateformes. Ouais. Et donc, il faut se connecter son wallet crypto pour acheter les tokens, etc. Et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté. Donc, Ronaldinho l'a fait. Ensuite, les raisons peuvent être variées. Voilà, Ronaldinho l'a fait, je crois, en 2022. Et enfin, j'imagine qu'il y a un peu un double intérêt pour la personnalité, c'est-à-dire d'un côté gagner de l'argent, on va pas se mentir, et de l'autre côté quand même engager sa communauté. Comment, par exemple, Ronaldinho, tu vois, il a engagé sa communauté sur Pulse. Enfin, c'est quoi un peu les grands types d'actions que la communauté pouvait faire? Et j'imagine aussi, tu vois, que le but en tant que quand même membre de la communauté, c'est quand même de peut-être potentiellement revendre le token plus cher entre le moment où tu as acheté et au moment où tu peux espérer le revendre. Enfin, dans le temps, tu dis qu'il va prendre de la valeur. Ouais, bien sûr. Alors effectivement, côté Ronaldinho, je pense que le but c'était... bon, Ronaldinho était déjà à la retraite. Donc dans ce cas précis, peut-être qu'il y avait une volonté aussi de recréer un engouement communautaire en montrant qu'il utilisait les outils les plus innovants pour engager sa communauté. Et donc les avantages, c'était... je crois déjà qu'il y avait des rassemblements réguliers dans le monde réel où il était présent et ensuite des dédicaces de maillots, des choses comme ça. J'ai plus exactement en tête spécifiquement pour Ronaldinho, mais c'est toujours ce type de choses. Et ce qui est intéressant de savoir, je pense, c'est qu'au départ, la plateforme Pools se concentrait uniquement sur la musique, un peu comme ce que fait la startup Bolero française. Et donc Ronaldinho a été un des premiers à sortir un tout petit peu de leur proposition de valeur initiale. Okay. Parce que eux, et moi je partage pas mal leur avis, ils pensaient que la valeur, le cas d'usage où le social token pouvait apporter le plus de valeur, c'était pour des jeunes artistes dans le domaine de la musique ou dans d'autres domaines, mais en tout cas qui sont au début de carrière. Et donc dans lequel les premiers fans, au moment où il n'est pas très connu, peuvent vraiment parier. Et donc là, c'est un acte très fort des fans qui achètent le token de quelqu'un qui n'est pas encore très connu, en misant sur le fait qu'il va percer et que le token va être vendu plus cher. Et donc d'ailleurs, en préface de ton livre, tu l'as marqué, si j'étais son premier fan, si j'avais pu parier sur Orelsan en 2008, je serais millionnaire. Ah, exactement. Ouais, et en fait, ce qui m'a mis aussi un peu la puce à l'oreille, c'est que typiquement Spotify ou Deezer, tous les ans, font des récapitulatifs de l'année et c'est des choses qui sont quand même assez largement relayées sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on parle beaucoup de vous avez été pionnier, vous avez été dans les 1000 premières personnes à écouter cet artiste, etc. Et il y a quand même un jeu un petit peu de montrer, moi j'étais dans les premiers à le connaître, moi j'ai été visionnaire là-dessus. Ouais. Et en fait, on n'a pas vraiment de preuves aujourd'hui. On peut dire, un artiste qui est connu, on peut dire, moi je l'écoutais en 2008-2009, personne ne le connaissait. Bon, on s'en fout un peu. Si tu dis, regarde, j'ai le token, maintenant je l'ai acheté 100 €, maintenant il en vaut 10 000, là c'est quand même la classe, quoi. Donc, ouais, et surtout il y a ce côté, ça te pousse encore plus peut-être en tant que hardcore fan de te battre pour l'artiste, le faire connaître, parce que c'est plus juste son combat, c'est aussi le tien, quoi. Ouais, exactement. Et au niveau du marketing, je pense que c'est très 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 puissant d'avoir en tant qu'artiste une communauté de fans qui se bat pour toi et qui a un intérêt dans ton succès. Ouais. On parlait d'un autre acteur entre guillemets qui fait du social token, donc c'est Donald Trump, président, qui est en liste pour les présidents américains, ancien président. Et alors lui, il a d'ailleurs lancé, il a fait pas mal de choses. Il a lancé des NFT, il a lancé un social token. Là, il y en a un nouveau qui s'appelle World Liberty Financial. Est-ce que tu peux un peu expliquer son positionnement Ouais, alors Donald Trump, c'est assez marrant parce que en 2020, jusqu'en 2022. Il était assez réticent envers les crypto-monnaies. Ouais. Et il a même dit publiquement que pour lui, c'était des scams, que le Bitcoin était un scam. Et en fait, en 2023, au moment où il est rentré en campagne, il a un peu changé de positionnement. Et il est même parti à fond dans les crypto-monnaies. Et donc, il a fait plusieurs choses. Donc, ce qui se rapproche le plus, je pense, d'un social token, en tout cas en tant que token fongible, c'est le token MAGA, Make America Great Again. Mais en fait, ça n'a pas été créé par lui, ça a été créé par des fans, donc à la suite de sa défaite, et ça a explosé ensuite en 2023-2024. Et l'idée, c'était au début de financer sa campagne. Et donc en fait, là pour le coup, c'est pas des social tokens au sens strict tel que je le définis, puisque
C'est pas lui qui est à l'origine de l'émission des tokens, mais l'idée c'est quand même d'utiliser la marque Donald Trump et Make America Great Again pour générer des fonds. Et l'idée c'était d'allouer les fonds à sa campagne. Et ensuite, au moment où ça a pris un peu plus d'ampleur, ils ont dit qu'ils allaient aussi donner les fonds à des charities, à des assos caritatives, etc. Donc ça, c'est une première initiative qui a assez bien marché. Et ensuite, du coup, Donald Trump s'est lancé dans des NFT qui, de plus en plus, parce que là, il en a sa 4e collection, il y en a une qui est sortie fin août, c'est sa 4e, et de plus en plus, ça se rapproche des social tokens, puisque c'est rattaché à des privilèges non financiers. Moi, dans ma définition, je dis que ces privilèges doivent être récurrents sur le long terme. Là, ce n'est pas le cas, et puis c'est des NFT, donc c'est non fongible. Il n'y a pas une sorte de bout de costume d'ailleurs auquel tu peux être éligible. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans sa dernière collection, c'est des cartes. Donc des cartes Donald Trump où on le voit, c'est assez marrant d'ailleurs, un peu type, on dirait un peu que c'est des images générées par IA, tu vois, très lisses, etc. Où il est en tenue de boxe, où il fait des trucs invraisemblables. Et donc c'est des NFT. Chaque NFT coûte 100 $. Et donc il y a des seuils. Pour 5 NFT, vous avez, je ne sais plus, une dédicace, quelque chose comme ça. Pour 25, vous avez des sneakers édition limitée Donald Trump. Pour 75, vous avez un bout de son costume. Et pour 150, vous avez une soirée en tête-à-tête avec Donald Trump. Donc c'est ce genre de choses. Quand tu dis 150 d'ailleurs, c'est 1000 $. Ouais, bah du coup c'est 150 fois 100, donc ouais. c'est ça. Et donc c'est des montants qui sont assez importants, mais ça marche bien. Et là c'est la 4e et c'est déjà sold out. Donc c'est des initiatives qui marchent bien. Et il y a aussi ce dont tu parlais, une autre initiative crypto de Donald Trump, qui est le World Liberty Financial, qui est en fait une plateforme de crypto-monnaie qu'il est en train de construire avec sa fondation Trump. Et là, c'est un peu en construction. Il a fait une ICO ce mois-ci pour son token, qui a eu déjà beaucoup de succès aussi. Et donc pour l'instant, c'est juste des plateformes / governance token. Donc ceux qui ont acheté ces tokens ont des droits de vote, etc. dans la gouvernance de cette plateforme. Mais ça, c'est en construction et effectivement, ça montre le fait qu'il veut vraiment mettre un pied à fond là-dedans et qu'il utilise tout le panel des crypto-monnaies pour faire valoir sa marque. Ok. Et tu penses que c'est intéressant parce que, en gros, si demain, tu vois, le social token de Donald Trump prend de l'ampleur, est-ce que sa communauté pourrait un peu agir comme une DAO, donc une organisation décentralisée, dans la prise de décision que pourrait avoir Donald Trump dans la vraie vie? Je m'explique, par exemple, si la DAO vote à la majorité que Donald Trump doit faire telle action, il pourrait être amené à faire telle action dans la vraie vie. Est-ce que la DAO leur a décidé ainsi? Tu penses qu'on pourrait arriver à ce niveau quand même de... Ouais, là je pense que c'est un gros risque. C'est un risque que j'explore dans le livre parce que c'est pour moi un des risques les plus importants de ce type de token. Et donc il faut être effectivement très prudent. Là, en l'occurrence, dans toutes ces initiatives, je pense que la seule qui peut vraiment avoir un impact concret sur ses choix, ça va être sa plateforme qui vient de lancer. Et effectivement, je crois que j'avais lu que c'était plus de... Bon, déjà, il se protège un petit peu puisqu'il a gardé plus de 50%, non, plus de 30% des jetons. C'est pas sa propriété à lui, mais celle de sa fondation et donc de sa famille. Donc là-dessus, il se garde au moins une marge de manœuvre. Mais sinon, l'immense majorité des tokens ont été achetés effectivement par des fans, des ultra fans de Donald Trump qui s'y connaissent en crypto et qui ont les moyens. Donc effectivement, si une ou deux personnes arrivaient à se procurer la majorité des tokens, là, ça pourrait poser un vrai problème. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais effectivement, il faudra mettre des mécanismes en place pour se prémunir de ce type de risque. Ouais, parce qu'en fait, limite, tu pourrais hacker, on va dire, la DAO d'une personnalité pour lui nuire, entre guillemets, complètement. Et après, donc, un troisième exemple, c'était un joueur de tennis, donc Medvedev, qui est un des meilleurs joueurs mondiaux, qui a lancé son social token sur une plateforme qui s'appelle Royalties. Alors, je crois que c'est une plateforme qui n'est pas très recommandable. Alors, en fait, Royalties, c'est quand même assez intéressant. Dans leur communication, c'est vrai que ça peut faire un peu scam parce qu'ils sont très très agressifs. Et puis, ils ont énormément de personnalités dans énormément de domaines. Le sport, le divertissement, la musique, quasiment toutes les personnalités qu'on peut imaginer, même des stars de télé-réalité.
Euh, et eux, ils axent vraiment leur proposition de valeur pas sur la communauté, qui est quelque chose très Web3, je dirais, et auquel je crois beaucoup, mais plutôt sur la valeur financière. Ok. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent même pas, nulle part, à part dans la documentation vraiment technique, que les tokens sont stockés sur une blockchain. Eux, ils disent, tu n'as pas besoin d'avoir de portefeuille crypto, rien. Tu te connectes sur la plateforme, tu achètes tes tokens, et en fait, tu as une rémunération qui est mensuelle, qui est censée être une rémunération distribuée directement par les personnalités pour leurs fans. En réalité, souvent, royalties conclut un accord avec l'artiste et c'est eux qui lèvent les fonds et qui ensuite redistribuent en fonction des performances de l'artiste. Quand tu dis les Euh, performances, c'est par exemple, en fait, tu redistribues une partie des gains de l'artiste au détenteur du token? voilà, c'est ça. En fait, leur modèle de base, mais dont ils sont un petit peu éloignés parce que je pense qu'ils sont trop de personnalités, c'est de dire un artiste ou voilà, une personnalité en tout cas, dit je gagne, je gagne tant aujourd'hui, je vais distribuer l'équivalent de ce que je gagne aujourd'hui à hauteur de 2% chaque année pendant, disons, 10 ans. Et la somme de tout ce que je vais distribuer, je le lève en crypto-monnaie aujourd'hui. Et donc, en fait, l'artiste lui-même aussi mise un peu sur ses performances futures parce qu'il dit, je préfère avoir l'argent aujourd'hui Hmm. et en me disant que de toute façon, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui parce que j'ai besoin de me développer et Ok. plus tard, j'aurai aucun problème à redistribuer. Et les artistes aussi, en fait, c'est un peu ça le modèle de base. Et du coup, il y a quand même un lien très très fort là Ouais. entre les artistes, enfin les personnalités et les fans. Et en fait, là, ce qu'ils font de plus en plus, c'est que simplement, l'artiste signe un accord pour que son image soit utilisée. Ok. Et ensuite, c'est Royalties qui gère tout. D'accord. Et les artistes prennent un pourcentage sur chaque revente de token. Et ensuite, Royalties gère le reste. Ok. Donc, de ce que je comprends, en fait, c'est un peu un moyen de se financer, de financer un projet par artiste. Donc, c'est plutôt Ouais. des artistes qui sont pas encore connus ou qui sont en voie de. Voilà, au début c'était aussi un peu la mission, Mhm. à la différence près que là on n'est plus du tout dans la communauté, on est vraiment dans l'aspect financier. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est vrai que la frontière, tu vois, entre finalement l'aspect social et l'aspect financier est parfois un peu mince. Oui. Oui, oui, complètement. Complètement, et je pense que les deux sont quand même complémentaires. Mais effectivement, moi je vois quand même un plus grand intérêt encore dans l'aspect communautaire que dans l'aspect financier. Mhm. Et notamment, là on parle beaucoup des personnalités, mais notamment pour les marques. Je trouve que utiliser des social tokens, donc des brand tokens pour les marques, aurait un vrai intérêt pour créer un lien d'exclusivité entre les marques et les consommateurs, Ouais. Et spécifiquement dans le domaine du luxe ou dans d'autres domaines. Hein, mais... carrément. Mais c'est vrai que, et du coup, là, on défriche un peu un concept qui est vieux comme le monde, c'est un peu les points de fidélité. Ouais. Donc, on rend un peu plus sexy parce qu'on ne parle plus de points de fidélité, on parle plus de social token, mais quand même Mm. attribué à une marque. Mais qu'en gros, ouais, une marque pourrait leverager sa communauté pour, en fonction de Exactement. ses points. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, qui justifient le fait que des social tokens sont pour moi plus intéressants que des points de fidélité. Bon, il y a déjà l'aspect bien sûr inscription sur la blockchain, donc ce qui fait que c'est plus sécurisé, ça reste vraiment sur le long terme. Il peut y avoir un cours aussi vraiment très liquide de ces points de fidélité. Mhm. Et aussi, un intérêt, c'est que c'est ce qu'avait fait Starbucks dans leur programme Odyssey, qu'ils ont dû abandonner en 2023, mais qui était quand même intéressant. En fait, ils avaient créé tout un écosystème, un peu sur le modèle des jeux Play to Earn, où en fait, tu pouvais gagner des points de fidélité non seulement en achetant des produits, comme c'est le cas dans les points de fidélité classiques, mais aussi en jouant sur la plateforme, en partageant la plateforme à des amis, en interagissant en fait avec la plateforme, avec tout cet écosystème Starbucks. Ils gagnaient des tokens Ok. qui pouvaient ensuite revaloriser. Donc en fait, c'était un engagement qui était un peu plus fort et un peu plus large que le simple fait d'être un acheteur régulier Ouais. de la marque. Ok. Oui, après, tu peux imaginer aussi plein de cas différents. Bah, c'est vrai que sur l'aspect social, et pour revenir aux artistes, je trouve ça intéressant. Si tu prends par exemple Spotify, tu disais par exemple que aujourd'hui, c'est dur de prouver que j'étais un des premiers fans de l'artiste, mais c'est vrai que tu as des avantages quand même assez intéressants. Par exemple, accéder en avant-première, tu vois, à des concerts. Et ça, là, c'est des choses que tu peux valoriser avec ces
token-là, je sais pas, dès que tu écoutes un son, par exemple, tu pourrais très bien en avoir un nouveau. Voilà, il y a plein d'autres Exactement. moyens Ouais, ouais. de moyens d'engager ta commu avec donc, ce social token. Et d'ailleurs, la frontière, comment tu situes la frontière d'ailleurs entre les social tokens et les NFT, tu vois, c'est un peu la même Ouais. chose finalement, où il y a des différences entre le fait d'attribuer un NFT ou un token. Bah, effectivement, c'est une bonne question que je me suis beaucoup posée. En fait, en écrivant mon livre, au fur et à mesure, je me disais, mais attends, mais il y a cette chose-là qui ressemble à un social token, est-ce que c'en est vraiment un? Ouais. Et donc, j'ai essayé un peu de faire la distinction. Il y a dans les NFT, notamment, ce qui ressemble le plus, c'est quand même les NFT qui donnent accès à des privilèges. Donc, il y a, on a parlé des NFT Donald Trump. Il y a eu plein d'autres initiatives, y compris par des marques. Il y a Michelin qui a fait des NFT aussi, où on pouvait avoir accès à notamment les essais pour les 24 heures du Mans ou des choses comme ça. Il y a aussi autre chose qui sont des NFT fractionnés. Là, c'est ce qu'avait fait Booba. Il avait fait des NFT fractionnés. En fait, chaque NFT représente une part de son album. Mhm. Et donc là, ça ressemble vraiment au social token. La grosse différence, c'est quand même, bon, j'en vois deux. La première, qui est la plus évidente, c'est que pour moi, les social tokens doivent être fongibles parce que c'est ce qui justifie une certaine liquidité sur le long terme de leur cours. Mhm. Et donc avoir un engagement vraiment long terme et que ce ne soit pas juste un one-shot. Ouais. Et la deuxième qui est liée, c'est la récurrence des privilèges auxquels ils sont associés, qu'ils soient financiers ou en nature. Et chez les social tokens, ils s'établissent sur le long terme de manière récurrente. Et chez les NFT, c'est en général plutôt un one-shot. Ok. C'est vrai que donc, tu parlais de Booba, c'est intéressant parce que tu disais que le NFT derrière il servait à quoi dans l'exemple de Booba. Donc, en gros, il faisait un NFT par morceau. Alors, il a fait plusieurs initiatives. Il y en a une qui était très similaire au Songdshares de Bolero. Ok. D'ailleurs, tu peux rappeler le concept de Bolero Ouais, alors en fait, Bolero, ils ont commencé au début en faisant des social tokens. Et maintenant, ils font ce qui s'appelle des Songshares. Donc en fait, ils émettent des tokens qui sont fongibles, mais qui sont plus associés uniquement à un artiste, mais spécifiquement à des projets, en l'occurrence à des albums, Ouais. et même à des musiques. Et donc en fait, les fans peuvent acheter des parts de cet album, entre guillemets, des droits d'auteur. qui sont des droits d'auteur, et donc ils peuvent recueillir une partie aussi des revenus qui sont générés par ces musiques ou ces Ouais. albums. Donc en fait, on passe de l'aspect communautaire plus à l'aspect financier, donc Ouais, on là, passe de social tokens à reward asset. Voilà, donc ça c'est pour moi une alternative à plein de problèmes des social tokens. Ouais. Parce que in fine, même si dans ce cas-là, ouais, c'est plus un social token, c'est plus un reward asset, la finalité, je trouve, reste plus ou moins la même dans ce cas-là. C'est vraiment soutenir un artiste dans lequel qui est pas forcément, qui est en dehors des radars pour l'instant, mais auquel tu crois, et peut-être vivre son ascension Voilà. au travers du token. C'est vrai. Après, je trouve ça un peu moins. Le lien est un petit peu moins fort, Ouais, je bien trouve, sûr. parce que si on aime moins une musique, on va peut-être Ouais. pas acheter les. Mais il y a quand même l'idée effectivement que c'est les fans qui sont à la fois les investisseurs et les marketeurs du produit qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Bolero, donc ils travaillent avec Riles, ça a été un des premiers avec qui ils ont fait les Songshares. Et moi, en fait, à l'époque où je pensais créer une plateforme de social token, je voulais le faire dans le domaine de la musique. Ok. Et donc j'étais allé à NFT Paris en janvier 2022, qui avait été créé par des copains de ma promo de mon master. Et j'avais rencontré Riles qui faisait une conférence. Et je lui avais demandé s'il serait intéressé par le fait de voilà, émettre des social tokens. Je lui avais expliqué le concept, que c'était son image à lui qui allait être liée au cours d'un token. Et il m'avait dit qu'il avait déjà été démarché par Royalties, que ça lui avait pas plu du tout parce qu'il trouvait ça trop risqué de mettre en jeu son image à lui sur le long terme. Et donc je m'étais dit, bon, bah, c'est dommage, voilà. Et j'ai appris du coup quelques mois après qu'il avait contractualisé avec Bolero, mais spécifiquement effectivement, sur des morceaux et sur des albums, ce qui est un petit peu différent. Et ce qui du coup, à mon avis, est plus acceptable, je pense, pour des artistes qui peuvent être un petit peu réticents à prendre le risque de mettre en jeu leur image. Ouais. Tu parlais d'ailleurs du côté, ce qui est important avec les social tokens, c'est peut-être la récompense récurrente. C'est que je pensais, tu vois, par exemple, à l'exemple de la collection de NFT de Lacoste. Ouais.
on peut dire que c'est un peu une sorte de social token, parce que c'est quand même une marque qui un peu émettait un token à destination de sa communauté, et qui du jour au lendemain en fait, a fermé ses portes, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce risque un peu réputationnel. Ouais, ouais, effectivement. Et c'est vrai que bon, pour des marques, ça peut comporter un risque aussi. Moi, je pense que l'intérêt, enfin, la plus grande valeur que peuvent apporter ce type de token, c'est pas forcément quand ils sont associés à des NFT très précis, mais plutôt à la création d'une communauté autour de la marque qui peut donner lieu ensuite à des collections, par exemple, exclusives. Je pense notamment aux marques de luxe. Tu vois, si demain Louis Vuitton émet, je sais pas, 1000 ou même 10 000 social tokens, euh, bon, les personnes qui vont acheter ces social tokens vont quand même du coup se placer dans le top quelques milliers de fans de ces marques, sachant qu'il y en a des millions à l'échelle de la planète et même beaucoup de gens très très riches. Et donc, t'as beau être le plus riche du riche du riche, si tu n'as pas le droit d'acheter le nouveau sac parce qu'il est réservé aux personnes qui font partie de la communauté de ceux qui ont acheté les premiers social tokens, Ouais. là ça va créer vraiment une FOMO très 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 forte, je pense, et une sorte d'engouement qui peut être très bénéfique d'un point de vue marketing pour la marque. Ouais. Bah, ça me fait penser à Louis Vuitton à l'époque qui avait lancé un peu sa mallette digitale. Je crois que c'est 40 000 euros, quelque chose comme ça, le prix Ouais. d'achat. Alors je connais plus les droits en question de la mallette, mais Ouais, et en plus, effectivement, il y a quand même il y a quand même des initiatives, particulièrement dans le domaine du luxe, parce qu'ils jouent sur l'exclusivité ouais. et le fait de. Le Web3 de manière générale joue un peu aussi sur ces aspects-là d'exclusivité et de communauté assez fermée. Ouais. Donc je pense que ça pourrait avoir du sens. J'aimerais qu'on finisse par deux autres cas d'usage. Le premier, c'est les fan tokens qu'on peut retrouver dans le foot, avec notamment une plateforme qui s'appelle Socios, dans laquelle les plus grands clubs de foot européens ils mettent leur propre token. Hein. Il y a aussi bien Manchester United que la Juventus de Turin. Je crois qu'il y a le Barça aussi. Ouais. Et le point, c'est finalement, c'est quoi l'intérêt, tu vois, en tant que fan de ces clubs-là, d'acheter le token? C'est quoi le cas d'usage Bah alors, pour moi, là-dessus, c'est vraiment peut-être le cas d'usage le plus frappant du succès de ces types de tokens. Parce que c'est une plateforme qui a, mine de rien, beaucoup de succès, qui est très connue. Ils ont même. Bon, après, techniquement, il y a des spécificités, notamment avec leur propre token, en fait, le Chiliz. Et il faut posséder ce token-là pour acheter les fan tokens. Ils ont aussi leur propre blockchain. Mais l'idée, c'est exactement l'idée que je décris dans mon livre. C'est donc créer un engouement communautaire autour d'identités qui ont une forte identité et qui sont reconnues à l'échelle même mondiale. Et faire vivre cette communauté par le biais d'incitations non financières récurrentes. Donc là, c'est vraiment le cas d'usage parfait. D'ailleurs, ils n'ont pas, en tout cas, il ne me semble pas, peut-être que c'est en train d'évoluer, mais qu'ils incluent d'incitations purement financières, autres que, bien sûr, l'espérance de revendre le token plus cher qu'au moment où il a été acheté. Mais sinon, c'est vraiment des places de foot dans le stade VIP, des rencontres avec les joueurs, des maillots, des séances dédicaces, etc. Et donc là, ça a une vraie valeur. Moi, dans mon livre, c'était un peu difficile j'ai un peu du mal à traiter ce cas parce que ça ne rentre pas vraiment de manière très précise dans ma typologie des personnalités, communautés et marques. En réalité, c'est un peu une communauté, un peu une marque, un club de foot. C'est ce que je pensais, ouais. Donc c'est un peu hybride, mais en tout cas, c'est totalement un social token et c'est un peu, moi, la vision que j'aurais si je devais lancer ce social token aujourd'hui. Ouais, pour toi, c'est un peu le cas d'usage qui a le mieux marché aujourd'hui. Oui, complètement. Ouais. Et le dernier, pour finir sur un peu une note un peu marrante, c'est donc Akon, hein, le rappeur, qui a créé son propre coin, le Akoin. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi son idée derrière Bah, en fait, bon, il a créé ça au moment où il y avait un peu des bulles autour du Web3, etc. Donc en 2022, je crois, ou 2021, ou même peut-être un peu avant, mais enfin bon, c'était un moment où ça marchait très bien. Et lui, il a voulu jouer sur sa notoriété pour lancer. Alors, son but, c'était de lancer une crypto-monnaie qui permette à des entrepreneurs et de manière générale, à une population dynamique, une classe de la population dynamique en Afrique, d'avoir un support pour créer une sorte de nouvelle économie qui devait être associée aussi notamment à une ville nouvelle qui s'appelait Akon City.
qui est complètement foireuse. Hein. Qui est complètement foireuse. J'ai vu un documentaire là-dessus, ils ont construit un dixième de gymnase, j'en sais rien, c'était ouais, catastrophique. Et en fait, il espérait aussi financer cette ville avec cette crypto-monnaie. Ouais. Et donc, il a lancé ça, surtout au Sénégal. Je trouve que l'idée n'était pas complètement stupide, parce que c'est vrai que, en fait, encore aujourd'hui, l'adoption des crypto-monnaies est quand même plus forte, en tout cas plus rapide dans les pays où ils ont un accès limité au système bancaire traditionnel. Donc là, c'était aussi son idée, donner les moyens à des entrepreneurs de faire à partir de cette crypto-monnaie. Mais en fait, l'effondrement de Terra, les cracks du Bitcoin, etc., fin 2022, et derrière la reprise un petit peu difficile, a en fait mis un coup d'arrêt total à tous ces projets. Et donc, ça n'a pas marché. Mais c'était intéressant. Là, ce n'est pas un social token, mais c'est utiliser l'image d'une personnalité dans le domaine de la crypto. Donc, on n'est quand même pas très loin. Et voilà. Ça marche. Pour finir, dernière question, Clément, toi, tu penses qu'à terme, là, dans un monde proche, surproche, toutes les personnalités auront leur social token? Comment tu imagines l'avenir du social token? Alors, dans la dernière partie de mon livre, justement, j'essaye de définir des conditions pour que les social tokens puissent se démocratiser. Donc, j'en ai 5 qui sont objectivement un petit peu difficiles à toutes rassembler. Il y a le fait de faire des efforts d'éducation pour que chacun comprenne précisément ce qu'est la blockchain, avoir un cadre juridique qui soit propice, notamment qui définisse tout ce qu'on a essayé de défricher ensemble, qu'est-ce qu'un social token, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et mettre un cadre autour de ça. Avoir un usage stabilisé des stablecoins, parce que je pense que c'est le seul moyen que les social tokens en fait, le seul moyen pour que les social tokens puissent vraiment être une note de la popularité d'une personne, d'une communauté ou d'une marque, c'est qu'ils soient adossés à des stablecoins, sinon c'est beaucoup trop volatile. Donc ça, c'est aussi une condition. Le fait qu'il faut que les blockchains, qu'on arrive à avoir des blockchains qui soient aussi plus respectueuses de l'environnement. Après, pour les blockchains. Et avoir des plateformes d'échange aussi adaptées. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux acheter un social token qui a été mis sur Pools, il faut aller sur Pools, un autre sur Royalties. En fait, il faudrait qu'on puisse les acheter et les échanger sur des Binance ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est ce à quoi je pensais, je me dis la liquidité quand même. C'est vrai que c'est un vrai problème. Sur les coins classiques, tu as quand même des market makers qui vont justement maintenir à flot le prix pour la stabilité. C'est vrai que tu pourrais tellement avoir des manipulations de marché en fait, sur des petites capitalisations comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait que ce soit en fait beaucoup plus large, il faudrait que ce soit pris en charge par des plateformes vraiment robustes. Et après, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème éthique, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très important. C'est marrant parce que j'ai rencontré par mon travail actuel Jacques Attali il y a 2 semaines. Et je lui ai donné le livre parce que je me suis dit c'est intéressant qu'il puisse le lire et me faire des retours. Et j'ai commencé à lui expliquer qu'il ne connaissait pas du tout la blockchain. Et il m'a dit ça me fait penser, j'avais lu dans les nouvelles des étudiants américains qui se faisaient financer leurs études en échange d'une part de leurs revenus plus tard. C'est énorme, Et je lui ai dit c'est exactement ça, etc. J'étais tout content. Et il m'a dit en fait pour moi c'est de l'esclavage moderne, ça marchera jamais, c'est une connerie. Donc il y a quand même cet aspect qui est important. Et ensuite, bien sûr, les questions de transparence pour savoir ce qui est fait derrière avec les fonds levés, etc. Donc il y a quand même pas mal de freins. Pour revenir sur le use case que je trouve hyper intéressant, c'est vrai que pour les études, effectivement, on est quand même sur l'aspect très personnel. En revanche, tu vois, pour démarrer une carrière, par exemple, pour produire un album et avoir tes fans qui te financent à l'avance ton album, bon là, je pense que c'est moins l'esclavage moderne, pour le coup, c'est plus du crowdfunding, quoi. Oui, et puis en fait... c'est ça en fait, quand c'est pour des personnalités publiques, je trouve ça un petit peu se mentir de dire que ça va tout changer, étant donné que déjà aujourd'hui quand même elles sont notées, enfin quasiment notées, il n'y a pas de cours mais tout est public, on sait très bien qui est plus populaire que qui, etc. Donc je pense qu'il faudrait, ça pourrait se démocratiser. Moi dans mon livre, je suis volontairement optimiste et je dis que ça se démocratisera d'ici 2030. Mais j'émets quand même des réserves et je pense que ce sera effectivement, si on réunit toutes ces conditions, ce qui implique notamment que ce soit spécifiquement pour des personnalités publiques, pour des marques ou pour des communautés qui vraiment se créent autour de ces tokens, mais pas pour n'importe qui. Et pour conclure, j'ajouterais quand même que je vois bien l'intégration en fait, avec les réseaux sociaux actuels, tu vois, c'est-à-dire que tu puisses échanger ces tokens sur les réseaux sociaux, que ça aille dans cette
lignée là, ouais. Ouais, et du coup, ça, c'est un aspect qui est très malsain parce qu'on a bien vu que déjà, ça crée certains malaises. Il y a quand même beaucoup de dérives avec les réseaux sociaux. Si en plus, on ajoute cette couche très, très objective de popularité inscrite de manière immuable sur la blockchain, c'est quand même compliqué. Complètement. Ouais, non, ça soulève un vrai problème éthique. Voilà. Clément, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette. Ouais, un vrai plaisir. Et à bientôt. À bientôt.